Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du professeur Bounbouker Samira. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau cours, l'introduction au droit. Commençons sans tarder. On parle d'introduction à l'étude du droit, d'introduction aux sciences juridiques, d'introduction au droit. Donc, même s'il y a des dénominations qui sont différentes, la matière est la même, c'est une introduction au droit. J'ai choisi de traiter dans un premier temps la règle de droit et le droit, donc comprendre la définition du droit et qu'est-ce que la règle de droit. Aussi, l'objectif est de faciliter la compréhension de cette matière qui, au début, peut paraître difficile pour les étudiants, assez lourde. J'ai choisi de la rendre beaucoup plus accessible avec ce format-là. Donc l'introduction au droit, donc il y aura plusieurs séances, plusieurs vidéos sur cette playlist qui sera intitulée Introduction au droit. Ce cours est destiné aux étudiants en première année de droit, des étudiants au lycée qui souhaitent découvrir le droit, aux étudiants en économie qui ont un module d'introduction au droit, aux étudiants qui sont dans d'autres filières, qui étudient le droit en langue française. Donc c'est un contenu qui est généraliste et qui va vous permettre de comprendre les bases du droit. On parle d'introduction au droit, d'introduction à l'étude du droit, d'introduction aux sciences juridiques. Il existe de nombreuses dénominations, mais la matière est la même, c'est l'introduction au droit. Ce cours est destiné aux étudiants en première année à la faculté de droit, aux étudiants en terminale qui découvrent le droit avec un module de droit, pour les étudiants dans la section économie qui ont un module d'introduction au droit, pour toutes les filières qui ont un module d'introduction à l'étude du droit, aux sciences juridiques ou au droit. L'objectif de cette vidéo et de toutes les vidéos qui vont suivre dans le cadre de cette playlist, c'est de faciliter la compréhension de ce module qui peut paraître difficile pour des étudiants qui arrivent en première année à l'université. Comprendre le droit, la règle de droit, les implications du droit dans notre société, ça c'est l'intérêt, c'est contextualiser le droit autour de nous dans notre quotidien et d'où l'intérêt d'étudier le droit. Et le droit n'est pas destiné qu'à ceux qui veulent faire avocat ou juriste. Le droit, on en a tous besoin et toute la journée, nous sommes confrontés à des règles à appliquer, on a des relations avec d'autres personnes, des engagements. Donc le droit est omniprésent. Donc notre premier chapitre s'intitule Le droit et la règle de droit. Alors, étudier le droit revient à étudier en quelque sorte l'ensemble des règles qui vont gouverner notre société. Elles vont gouverner notre société à travers des règles qui vont concerner les personnes entre elles, entre les personnes et les choses. Donc le droit en quelque sorte, comme je vous l'ai dit au début, il est omniscient, il est partout. Toute notre vie est régie par le droit. Quand on parle de droit, on a souvent en tête l'idée d'appliquer des règles qui sont contraignantes, obligatoires. Donc ce sont des règles qu'on doit impérativement respecter. Si on ne respecte pas ces règles, on est susceptible de poursuites, de sanctions. Par exemple, je suis limitée à 60 km/h en ville parce que c'est le code de la route. Et si je ne respecte pas cette limitation de vitesse, je serai sanctionnée par la police. Je ne peux pas m'approprier les choses qui appartiennent à quelqu'un puisque ce ne sont pas mes objets, ce ne sont pas ma propriété et je serai poursuivie par le juge pour vol. Donc il y a la notion de sanction, il y a aussi la notion de juge, d'emprisonnement. On est en train de caricaturer un peu le droit, mais c'est sa perception qui est faite par la majorité des gens.
Donc cette idée du droit qui est sanctionnateur, qui punit, c'est seulement une partie du droit. Et cette partie du droit qu'on va appeler le droit pénal. Et le droit pénal, son objectif, c'est de prévenir les individus en leur disant si vous ne respectez pas telle règle, vous serez sanctionné. Et c'est le cas aussi pour toutes les règles impératives. Réprimer toutes les atteintes qui peuvent exister et donc ces atteintes sont mises dans un code et les individus sont censés connaître la loi et connaître ses dispositions parce que c'est dans l'intérêt général, c'est pour préserver la paix publique, c'est pour qu'on puisse vivre en société. Donc le droit, sa fonction aussi, c'est de réguler les comportements des gens pour qu'on puisse vivre en harmonie dans notre société et qu'il n'y ait pas une forme d'anarchie. Donc il y a la répression des comportements qui sont délinquants et en quelque sorte le droit est là pour réguler la vie en société. Mais le droit est beaucoup plus vaste que cet aspect sanctionnateur, répression qui caractérise le droit pénal. Et le droit, en fait, concerne toutes les activités humaines. Qu'il y ait un conflit ou qu'il n'y ait pas de conflit, le droit est partout dans notre vie. Et j'ai pris un exemple, c'est l'étudiant qui arrive dans une ville pour étudier à l'université et qui va devoir faire un tas d'actes juridiques et parfois il ne s'en rend pas compte forcément. Donc si par exemple vous avez besoin de louer une chambre, de louer un appartement, vos parents, si vous êtes mineur ou vous-même, si vous êtes en mesure de le faire, vous pouvez louer un appartement. À ce moment-là, vous allez faire un contrat de bail. Donc il y aura une relation contractuelle entre vous, le locataire, et le propriétaire qui est le bailleur. Tous les jours, vous avez besoin de vous restaurer. Donc, vous allez peut-être, par exemple, prendre votre petit déjeuner au bas du café qui est dans votre quartier. Et là, vous allez acheter un café et vous allez conclure un contrat de vente. Aussi, vous allez prendre le tramway pour vous rendre à l'université. Vous allez conclure un contrat de transport. Vous allez vous acquitter de votre ticket ou de votre abonnement, par exemple, et le transporteur aura cette obligation de vous transporter sain et sauf d'un point A à un point B. Donc, dans une journée, nous concluons une multitude d'engagements sans pour autant en avoir conscience. Et ces contrats, en fait, on les fait de manière automatique, de manière spontanée. Ils sont presque informels et on les conclut en permanence sans parfois en avoir conscience et ils n'ont pas forcément de formalisme. Je vous donne un exemple. Vous voulez prendre un taxi, vous allez lever la main. Vous n'allez pas avoir une pancarte, le taxi va s'arrêter et si ça lui convient, parce qu'ici c'est au Maroc, donc le taxi va vous emmener du point où il vous a récupéré jusqu'à votre point de destination. Simplement, il n'y a qu'à faire un signe, il n'y a pas de contrat qui est signé à l'intérieur du taxi, mais virtuellement, il existe un contrat de transport. Donc on a dit qu'il y avait des relations entre les personnes. Ces personnes peuvent être des personnes physiques, donc je suis une personne physique, ou des personnes morales. Les personnes morales, ce sont des entités qui ont été créées et à qui on a donné une personnalité juridique. Et donc, ils ont une personnalité morale. Donc, c'est le cas de la société, c'est le cas je parle de la société entreprise, c'est le cas de l'association qui vont avoir des droits comme les personnes physiques, c'est-à-dire par exemple le droit de recruter des gens pour une société, mais aussi le droit d'agir en justice si elle est lésée. Donc le droit va régir les relations entre les personnes physiques, une femme et un homme qui divorcent, ou des relations entre une personne physique et une personne morale. On peut aussi avoir des relations entre
des personnes physiques et des personnes morales de droit public qui est l'administration. Donc, on a des relations entre des personnes privées et des personnes qui sont rattachées à l'administration, à l'État. Ce sont des personnes publiques. Je vous donne un exemple. Vous êtes à l'aéroport, vous êtes fouillé par la personne qui est en charge de la police et des frontières. C'est un fonctionnaire de police et donc vous avez une relation avec un fonctionnaire qui est l'émanation de l'État. Pareil, si vous allez à la conservation foncière qu'on appelle aussi le cadastre pour aller récupérer votre titre de propriété, vous avez peut-être un conflit avec lui et vous avez réclamé. C'est un contentieux qui va apparaître entre vous, personne physique, et une personne qui est l'État, qui représente en quelque sorte l'État, qui est un fonctionnaire et qui est là pour représenter les intérêts de l'État. Donc là, je grossis un peu le trait, mais c'est pour vous montrer que, en tant que personne physique, je peux avoir des relations avec des entreprises qui sont des personnes morales de droit privé, et je peux avoir aussi des relations avec des administrations qui sont des personnes morales de droit public, qui sont l'émanation de l'État. Donc, on a des relations, que ce soit dans le cadre des contrats, mais il peut y avoir du droit qui va naître de manière naturelle, sans qu'il y ait pour autant de contrat. Et ces situations-là sont des règles qui vont être instaurées par le législateur, qui vont découler en quelque sorte naturellement de la situation. Vous êtes par exemple parent, vous avez des enfants, vous n'avez pas de contrat entre les parents et les enfants, mais il existe des obligations entre les parents et les enfants. Donc, depuis la naissance jusqu'à qu'ils aient acquis leur majorité et qu'ils soient autonomes, les parents ont une obligation alimentaire, de sécurité, d'éducation de leurs enfants. Et cette obligation a été fixée par la loi et ce n'est pas une obligation qui ressort d'une relation contractuelle. Pas le jour de la naissance du bébé, il fait pas un contrat avec ses parents. Vous avez aussi des situations qui vont naître d'événements comme par exemple le décès. À la mort de quelqu'un va s'ouvrir la succession de ses biens, de son patrimoine, et le législateur a fixé en partie la répartition d'un héritage. Bon, s'il y a un testament, la valeur du testament, par exemple au Maroc, ce sera seulement d'un tiers, mais dans d'autres pays, le testament peut concerner la totalité de la succession. Donc, si je n'ai rien prévu, le législateur, lui, c'est-à-dire si je n'ai rien prévu moi en tant que personne, je n'ai pas laissé de testament, la loi prévoit des règles de répartition, ce qu'on appelle la dévolution successorale. Donc on a vu un peu ce contexte du droit. Le droit nous concerne tous. Nous vivons dans un monde qui est régulé par la norme juridique. Et maintenant il faut s'intéresser à cette norme. D'où cette distinction à faire entre le droit avec un grand D et les droits avec un petit d. Alors, en introduction, on parle de cette différence entre le droit objectif et les droits subjectifs. Vous allez comprendre dès le début que le droit adore les classifications, adore compartimenter et faire des cloisonnements, des distinctions entre les principes. Ça, c'est le droit. En premier lieu, il y a le droit objectif qui est le droit avec un grand D. C'est ce droit qu'on a parlé qui est universel, c'est ce droit qui est omniprésent. Et le droit, c'est l'ensemble des règles de droit qui gouvernent les rapports entre les hommes, bien évidemment hommes et femmes, mais c'est la notion d'homme en tant qu'individu, être humain, entre eux et les choses,
d'accord? Et le droit, c'est ce qu'on a vu, c'est une multitude de normes. On le verra dans un cours sur la hiérarchie des normes. On a des normes qui sont tout au-dessus d'une hiérarchie, d'une pyramide, et tout en bas, vous avez des normes qui vont toujours devoir se conformer à la norme qui lui est au-dessus. Et le droit, ou les droits avec un petit d, concernent le droit subjectif. Et le droit subjectif, c'est les droits qui émergent du droit objectif. Sans le droit objectif, il n'y a pas de droit subjectif. Donc les droits subjectifs, ce sont les droits qui sont reconnus aux individus de manière personnelle. Ça veut dire que chaque individu a un droit personnel, par exemple, comme le droit de propriété. Il a le droit d'agir en justice si il est lésé par rapport à son droit. Il a le droit de protéger son image. Il a le droit, par exemple, à la liberté d'expression. Donc, vous avez comme droit subjectif, donc je vous ai dit le droit de propriété, par exemple, le droit de la liberté, le droit à la vie privée. Par exemple, si quelqu'un se met à vous insulter sur les réseaux sociaux ou vous insulter en public, vous avez le droit de le poursuivre pour injure ou pour diffamation. Ce sont des droits qui vous sont reconnus personnellement. Donc, chaque droit subjectif tire sa légitimité du droit objectif. Et donc chaque individu, il a par exemple son droit de propriété, il peut détenir des choses en propre, et ce droit de propriété trouve sa source dans la Constitution. La Constitution garantit le droit de propriété comme étant un droit sacré et inviolable. Donc chaque individu a le droit d'être propriétaire d'un bien et personne ne peut venir lui retirer la propriété de ce bien. Bon, il existe des exceptions. Je suis propriétaire d'une maison et cette maison, elle est à proximité du tracé du TGV ou elle est carrément dans le tracé du TGV qui vient d'être fait. L'État peut m'exproprier. Ça veut dire que l'État peut me retirer ce droit de propriété, mais parce que c'est pour l'intérêt général. Mais ça, on reviendra sur ces prérogatives que l'État a, qui sont des prérogatives exorbitantes du droit commun. Et tout ça, c'est fait pas dans l'intérêt d'une personne, mais c'est fait dans l'intérêt général. Je vous ai fait un petit schéma pour comprendre cette distinction entre le droit objectif, le droit subjectif. Le droit objectif, c'est le D, le droit avec ce D majuscule, et qui concerne l'ensemble du système juridique, l'ensemble des règles de droit de manière virtuelle. Les droits subjectifs, c'est les droits qui sont accordés à chaque individu, qu'on a détaillés. Le droit de propriété, le droit d'avoir un patrimoine, le droit d'avoir une famille, le droit de se marier, le droit de voter, le droit de s'exprimer. Ce sont des droits que chaque individu a et qui sont issus du droit objectif. Maintenant, on a parlé du droit objectif dans son ensemble, des droits subjectifs, c'est-à-dire les droits que possède chaque individu. Maintenant, on va comprendre la nature de la règle de droit. Qu'est-ce qui fait que la règle de droit est particulière? Il existe 4 caractéristiques de la règle de droit. On a la règle de droit comme étant une règle générale, une règle de conduite générale. La règle de droit est abstraite. La règle de droit est permanente et la règle de droit est obligatoire. Ce sont 4 conditions qui sont cumulatives, qui consacrent cette solidité et cette validité de la règle de droit. Parce que la règle de droit, elle est faite pour faire fonctionner la vie en société, et sans règle de droit, c'est l'anarchie, bien évidemment. J'ai décidé de fusionner le caractère général et abstrait de la règle de droit parce que j'ai l'impression que ça va de pair. Il faut savoir que la règle de droit, elle s'applique
à toutes les personnes. Elle a une portée universelle. On ne dit pas il y a un droit de propriété uniquement pour telle catégorie de personnes. Non, le droit de propriété est universel et il appartient à tout le monde. Il n'y a pas de spécificité. Ne peuvent pas être que propriétaires les personnes de nationalité marocaine, par exemple. Non, c'est une règle générale. Ici, sur le territoire marocain, par exemple, tout le monde peut être propriétaire. Donc la règle de droit, elle s'applique à toutes les personnes. Mais la règle de droit peut s'appliquer pour une catégorie de personnes. C'est-à-dire que la règle de droit, je ne peux pas l'édicter avec une liste des personnes qui vont se voir appliquer la règle de droit. C'est-à-dire qu'elle est impersonnelle, la règle de droit va viser des catégories, mais elle ne va pas viser des personnes. Donc, pour illustrer cette situation, je vous ai mis cette femme qui est salariée, qui travaille dans une entreprise et qui est enceinte. Le droit du travail protège la femme enceinte. Donc, je vais avoir une règle de droit qui va exclure bien évidemment les hommes qui ne pourront pas être enceintes. Ensuite, vous allez avoir les femmes et pas toutes les femmes pourront bénéficier de ces mesures protectrices. Ça va être uniquement les femmes enceintes ou les femmes qui vont allaiter, par exemple. Donc, ça désigne une catégorie de personnes. Pareil, par exemple, pour le droit de la consommation. Le consommateur. Le consommateur va avoir des règles spécifiques de protection du consommateur. Le consommateur, c'est par opposition le contraire du professionnel. Donc les règles de protection du consommateur ne pourront pas s'appliquer à un professionnel. Donc je peux catégoriser, mais je ne nomme pas. C'est pour ça qu'on dit que la règle de droit, elle est générale, elle s'applique à tout le monde et elle est abstraite, elle ne désigne pas une personne en particulier. La règle de droit, elle est permanente parce que la sécurité juridique veut que la règle de droit ne peut pas changer. Il ne peut pas y avoir, aujourd'hui on applique cette règle, demain cette règle n'est plus valable. La loi se caractérise par sa permanence. Donc la règle de droit, elle a un cycle de vie du jour de sa naissance qui est le jour de sa promulgation jusqu'au jour de son décès qui est le jour de son abrogation. C'est-à-dire que on abroge la loi, on la fait disparaître parce que la loi peut-être qu'elle n'est plus adaptée, qu'il y a eu des évolutions et qu'il y a eu une nouvelle loi. En règle générale, on abroge une loi quand on a fait une nouvelle loi, par exemple. Donc, il y a un cycle de vie et pendant ce cycle de vie, la règle de droit est applicable. Ensuite, la règle de droit est obligatoire. Ça veut dire qu'elle s'applique à tout le monde. Il n'y a pas d'exception. On ne peut pas déroger à la règle, terme qui revient souvent. Donc, si je ne respecte pas la règle, forcément, il y aura des sanctions. Si je ne respecte pas le droit de propriété de mon voisin, par exemple, je m'installe dans son jardin, je serai sanctionné. Je peux avoir plusieurs types de sanctions. Je peux avoir la sanction pénale avec de la prison. Je peux avoir la sanction civile avec le paiement de dommages et intérêts ou le paiement d'astreinte par jour d'occupation du jardin de mon voisin. Donc, la règle est obligatoire et pour assurer cette obligation d'application de la loi par les citoyens, eh bien, il y a la contrainte et la contrainte, c'est la sanction. Les tribunaux sont là pour veiller à l'application du droit. Et ceux qui ne respectent pas la règle de droit, c'est-à-dire ceux qui vont contrevenir, ça aussi, ça fait partie du terme juridique à la règle de droit, devront être sanctionnés. Donc, on a vu tous ces aspects de la règle de droit, de ses caractéristiques. On en a terminé avec cette première séance sur la règle de droit.
Je vous remercie infiniment pour votre suivi, vos encouragements. Donc première séance dans ce nouveau cours d'introduction au droit et je vous dis à la prochaine et je vous remercie infiniment. Merci.